Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être ici et d'avoir l'occasion de vous rencontrer tous les deux déjà, et puis de participer à ce séminaire. Alors moi, je vais vous présenter une enquête que je viens de finir, donc probablement que ce sera une présentation un peu plus académique et un peu plus formelle, puisque donc c'est une enquête que je viens de finir sur la France et sur la politisation politique du secteur financier et plus particulièrement des acteurs de la seconde finance, donc des gestionnaires d'actifs ou des investisseurs pour autrui, peu importe la façon dont on les appelle. Voilà, donc ce que j'ai essayé la ligne un peu directrice de cette enquête que j'ai essayé de tenir, c'est de regarder comment la recomposition des chaînes mondiales de la finance, comment la recomposition du secteur financier au profit de ces gestionnaires d'actifs, et je vais revenir et je vais expliquer qui sont ces gestionnaires d'actifs, produit des effets économiques, on s'en doute, mais produit aussi des effets politiques et participe notamment à redéfinir les modes de gouvernement de nos sociétés dans un sens, alors je pense du coup ce sera peut-être l'objet d'une discussion libertarien, mais en tout cas dans un sens dans le sens d'une rupture avec les gouvernements, les modes de gouvernement néolibéraux qui sont dominants en France en tout cas depuis les années 70. Juste un petit point du coup, au départ, cette hypothèse, la question de la politisation des acteurs de la seconde finance, j'avais travaillé avec Théo Bourgeron sur cette question à l'occasion du Brexit, et on avait montré et regardé à quel point les gestionnaires d'actifs avaient eu un rôle en fait décisif dans la victoire du Brexit, alors même qu'on avait l'impression d'une unanimité de la finance en faveur du Remain et plus largement même que le secteur financier, d'une unanimité patronale en faveur du Remain. Et finalement, en regardant plus précisément les données, il s'avérait qu'il existait bien une coalition de rupture avec l'Union européenne et de rupture avec les gouvernements dits néolibéraux, dans lequel on trouvait notamment ces fameux gestionnaire d'actifs. Donc voilà un petit peu ce que je vais essayer de faire. La première partie qui suit donc le slide du titre, et qui donc est plus tard, c'est une partie. Bon bref, pour vous dire du coup un tout petit peu, alors vous pouvez passer encore, ça c'est ce qu'on a fait sur le Brexit. Et donc, les hypothèses qu'on a formulées à cette occasion-là, que j'avais commencé aussi à formuler avant avec Paul Lagneau et Monet, là, j'essaie de regarder ce qui se passe en France. Si vous passez encore après, je voudrais juste vous dire un mot du cadre théorique dans lequel je m'inscris. Il y a peu de travaux sur la politisation En tout cas, il y a peu de travaux sur cette question des politisations des dominants, a fortiori des politisations du secteur financier, mais il y a deux champs de la littérature au carrefour desquels il est possible de s'inscrire. Un premier champ de la littérature qui regroupe l'économie politique internationale et la géographie critique notamment. Et là, dans ce champ-là, depuis une petite dizaine d'années, on voit apparaître beaucoup de travaux qui renseignent et qui nous permettent d'étudier ces nouveaux secteurs de la finance, donc des travaux sur le private equity, des travaux sur la gestion d'actifs cotés, des travaux sur les fonds d'infrastructure. Je cite deux noms simplement parce que c'est peut-être ce qui sera le plus connu. Les travaux de Benjamin Brown sur les gestionnaires d'actifs qui investissent donc dans des actifs cotés et qui parle de capitalisme de la gestion d'actifs pour montrer comment est-ce que ces nouveaux gestionnaires d'actifs remodèlent l'économie et remodèlent les entreprises. Et puis, je cite aussi un autre exemple, les travaux de Brett Christophers, qui lui travaille sur les fonds d'infrastructure et qui montre à quel point est-ce que le fait que ces infrastructures soient aujourd'hui possédées par des gestionnaires d'actifs modifie cette fois-ci nos sociétés elles-mêmes, si bien qu'il parle, lui, de société de la gestion d'actifs. Donc mon travail s'inscrit dans le prolongement de ces travaux. Simplement, il signale que dans ce premier ensemble de la littérature, ce qui est un peu laissé de côté, ce qui est un peu laissé dans l'ombre, c'est la question de la dimension politique des recompositions du secteur financier, et notamment de l'émergence de ces nouveaux acteurs. Enfin, ces nouveaux acteurs, ça fait 10 ans qu'ils sont très puissants et ils existent depuis 30 ans, donc ils sont plus tellement nouveaux. Mais en tout cas, la dimension politique de l'émergence de ces acteurs financiers. Et donc, j'essaie d'explorer l'idée selon laquelle on peut peut-être parler de capitalisme de gestion d'actifs comme Benjamin Brown, de société de gestion d'actifs comme Brett Christophers, mais peut-être aussi d'un régime politique de la gestion d'actifs. Et c'est ce régime politique de la gestion d'actifs que j'aimerais un petit peu investiguer. Ça, c'est un bout de la littérature. L'autre bout de la littérature, il regroupe davantage des travaux d'histoire et de sciences politiques qui traitent de l'évolution des régimes politiques et notamment qui réfléchissent beaucoup autour de la question de la rupture ou non que nous serions en train de connaître avec le néolibéralisme et qui explorent donc ces nouveaux régimes qui apparaissent, qu'ils soient qualifiés de néoconservateurs, de nationaux libéraux, de paléoconservateurs. Et donc, il y a par exemple deux
deux types de travaux qu'on peut citer. Enfin, il y a beaucoup de travaux dans cette veine, mais par exemple, je pense aux travaux de Wendy Brown, une politiste qui travaille sur les chevauchements qui existent entre les régimes néolibéraux et le néoconservatisme, ou les travaux de Cornel Ban, qui travaille sur un économiste politique, pardon, qui travaille sur le régime politique hongrois. Ce qui est intéressant dans cette partie-là de la littérature, c'est qu'ils sont traversés par une forme de tournant matérialiste et que ces travaux, de plus en plus fréquemment, essayent de relier l'évolution de ces modes de gouvernement avec les groupes d'intérêt qui les sous-tendent, les fractions sociales, les groupes sociaux qui poussent dans le sens ou non d'un mode de gouvernement ou d'un autre. Et parmi les agents de ce tournant matérialiste, si je puis le dire comme ça, il y a par exemple des gens comme Queen Slobodian, que je crois que vous avez reçu ici, j'espère ne pas me tromper cette fois-ci, ou des gens comme Melinda Cooper, une sociologue qui participe aussi donc à créer ce lien entre, enfin qui essaie de tenir ensemble la compréhension de la transformation des manières d'accumuler dans le capitalisme et la transformation des modes de gouvernement. Donc c'est voilà précisément au croisement de ces deux littératures que j'essaye de m'inscrire pour produire ce que j'ai appelé donc une sociologie politique de l'accumulation financière. Enfin, c'est histoire de clarifier ou pas le propos. Alors la méthodologie que j'ai mobilisée pour faire ça, c'est très difficile de travailler sur la politisation des fractions dominantes du monde social, bon, pour plein de raisons que vous connaissez, principalement parce que les dominants utilisent leurs capitaux économiques, culturels et sociaux pour préserver aussi leur anonymat, leurs activités et leur forme de politisation, donc c'est pas complètement aisé. Cela dit, ce que j'ai malgré tout essayé de faire, c'est de conduire une enquête à l'échelle très microsociale des pratiques accumulatives, à l'échelle mésosociale de leur lien avec l'État, avec l'État français du coup, et puis à l'échelle macrosociale des modes de gouvernement et de ce passage ou non de régimes néolibéraux à des régimes libertariens autoritaires. Et pour le faire, l'enquête est en trois bouts, si je puis dire. Un premier bout de l'enquête qui sont principalement des entretiens, 61 entretiens avec des gestionnaires d'actifs. Je vous passe les détails, donc je ne sais pas si c'est très intéressant de rentrer dans les détails de la méthodologie, mais bon, voilà. J'ai aussi suivi un master de finance dans une université parce que je me rendais compte que je ne comprenais pas très très bien ce que faisaient les gens que j'interrogeais. Et puis aussi des cours, enfin des espèces des formations professionnelles qui sont délivrées par les associations professionnelles à destination des directeurs financiers et des aspirants gestionnaires d'actifs pour leur expliquer en quoi consiste le métier. Ça, c'est un bout de l'enquête. L'autre bout de l'enquête, c'est les archives d'une association. Donc, il y a deux associations professionnelles des gestionnaires d'actifs en France. Donc l'une des deux a accepté de nouer un partenariat de recherche avec l'université à laquelle j'appartiens. Enfin, donc moi, je suis chercheuse au CNRS, mais je suis hébergée dans une université. Et donc, ils ont monté un partenariat de recherche et ils ont accepté qu'on classe, pardon, la totalité de leurs archives. Donc, ils avaient des archives dans leur cave. Ils ont un très bel immeuble dans le 8e arrondissement. Et donc, dans les caves de cet immeuble, il y avait 30 ans d'archives. En fait, l'association existe depuis 30 ans, qui n'étaient pas du tout classées. Et donc, ils ont accepté qu'en échange de leur classement gratuit, on les exploite. Ce qu'on a donc fait. Et le troisième volet de l'enquête, c'est des bases de données que j'ai essayé de constituer moi-même. Alors oui, je peux peut-être quand même vous dire les limites à chaque fois. Donc les limites des entretiens, c'est que je n'ai pas réussi de manière systématique à reconstituer les trajectoires sociales, si, mais les origines sociales plus exactement des enquêtés. Donc ça a été possible quand ils avaient des notices dans le Who's Who, mais sinon j'arrivais pas très bien à savoir et à comprendre ce que faisaient leurs parents et leurs grands-parents. C'est pas décisif pour ce sur quoi je travaille, mais bon, néanmoins, c'est quand même, ça aurait été aussi bien de le savoir. La limite de la partie de l'enquête sur les archives, c'est que du coup, ça raconte les relations de ces financiers avec l'État, mais du point de vue des financiers eux-mêmes, et j'ai pas le pendant du point de vue de l'État. Il aurait fallu que j'aille dans les archives des ministères, mais je l'ai pas fait. Donc du coup, c'est l'histoire de leur relation avec l'État, de leur point de vue à eux, telle qu'elle est retracée dans leurs propres archives. Et le troisième point, donc le troisième volet de l'enquête, c'est des bases de données que j'ai essayé de constituer pour regarder quelles étaient les organisations politiques qu'ils soutenaient. Alors, aux États-Unis et au Royaume-Uni, ces données sont partiellement publiques, c'est-à-dire que quand des individus ou des entreprises donnent de l'argent à des organisations politiques, la commission électorale, centralise ces informations et donc vous pouvez en fait les retrouver. Ça reste que c'est un tout petit peu compliqué parce que les gens donnent rarement leur nom. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des holdings qui donnent et donc il faut aller rechercher qui est l'entreprise derrière la holding et qui est la personne derrière l'entreprise. Donc, c'est pas complètement facile et propre. Néanmoins, ça existe. En France, ça n'existe pas. Donc, ces données ne sont pas disponibles.
alors même d'ailleurs que quand vous donnez à une organisation politique, c'est partiellement déductible de vos impôts, donc ça doit être... enfin, l'information existe très probablement, mais en tout cas, elle est pas accessible. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai essayé de faire, qui s'est avérée un petit peu un semi-échec, c'est que j'ai du coup listé l'ensemble, enfin l'ensemble non, mais en tout cas les noms des fondateurs et dirigeants de toutes les principales firmes de gestion d'actifs en France. Et puis ensuite, j'ai recherché systématiquement leur prise de position politique pour essayer de voir quelles étaient leurs orientations politiques. Là aussi, ça s'est avéré peu satisfaisant, puisque seul un tiers d'entre eux avaient des prises de position publiques et les deux tiers d'entre eux n'avaient des interventions que techniques ou alors sur des points de régulation financière hyper consensuels. Et par ailleurs, on n'avait pas de compte Twitter X personnel, ni de présence sur les réseaux sociaux, à l'exception de LinkedIn, où ils ne commentaient pas, par exemple, ni la victoire de Donald Trump, ni la dissolution du mois de juin. Donc ça, c'était un... Pour paraphraser notre président, on ne peut pas dire que ce soit un échec, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas complètement marché, en tout cas. Et donc, le dernier point, ça a été de rechercher toutes les prises de position, tous les soutiens connus de l'extrême droite, alors que ce soit de l'extrême droite tendance Éric Zemmour ou que ce soit de l'extrême droite tendance Rassemblement National depuis 2021. Et j'ai considéré qu'ils étaient connus quand ils figuraient dans l'agrégateur de presse Europresse depuis 2021. Il fallait bien mettre une limite. Donc, du coup, c'est exhaustif sur Europresse depuis 2021. Donc, c'est tous les dirigeants d'entreprise qui ont pris des positions publiques d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, en faveur d'une organisation politique d'extrême droite ou d'un think tank très proche de l'extrême droite. La limite évidemment évidente, c'est que ça ne me permet pas de savoir tout ce qu'il en est des soutiens patronaux non publics. Voilà, donc ce point reste comme ça, n'est pas résolu. Alors, je vais vous présenter du coup en deux temps les choses. Donc, le premier temps, c'est... voilà. Je voudrais juste vous dire un mot du coup de ce que sont ces gestionnaires d'actifs, de ce qu'ils font et de leur rapport à l'État. Et puis ensuite, dans une autre partie, je voudrais vous dire ce qu'ils veulent et donc ce qu'on peut inférer, ce qu'on peut comprendre du genre de régime politique dans le genre de régime politique dont ils poussent à l'avènement. Alors, que font-ils? Alors, qu'est-ce que c'est que des gestionnaires d'actifs? Du coup, ça doit peut-être être évident pour certains, je ne sais pas très bien, les niveaux d'information sont toujours très hétérogènes sur cette question. Ce sont des financiers qui sont des intermédiaires entre les collecteurs d'épargne d'un côté et les firmes financières, les actifs de l'autre. Donc, ce sont des gens qui ne possèdent pas de capital en propre, ils n'ont pas un accès direct à l'épargne, ce ne sont pas des banques, ce ne sont pas des assurances, ce ne sont pas des fonds de pension. Les banques, les assurances et les fonds de pension, c'est des gens qui ont un accès direct à notre épargne à tous. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas un accès direct à notre épargne, mais à qui on confie de l'argent pour qu'ils l'investissent et qui, du coup, l'investissent dans toutes sortes d'actifs, des entreprises bien évidemment, mais aussi des forêts, des cliniques, des infrastructures, de l'immobilier, peu importe. Donc, quand on parle de financiarisation, on décrit souvent un phénomène qui a démarré dans les années 70 à la louche, enfin, c'est avec des chronologies évidemment différentes selon les pays. Et puis, il y a eu des phases de financiarisation déjà au 19e siècle. Donc, il ne s'agit pas du tout d'absolutiser ce terme de financiarisation. Néanmoins, quand on parle de financiarisation, souvent, on décrit l'accroissement après les années 70 de la part des activités financières dans les revenus nationaux et dans les comptes des entreprises non financières et aussi dans les comptes des ménages. Et je voudrais juste du coup proposer de distinguer deux moments de cette financiarisation. Un premier moment de la financiarisation qui a été favorable aux collecteurs d'épargne, donc qui est au-dessus sur le graphique là, et qui est un premier moment de la financiarisation globalement organisé autour des marchés. C'est-à-dire que ces grands collecteurs d'épargne se sont retrouvés à aller sur les marchés et à acheter des bouts d'entreprises qui en même temps étaient privatisés au même moment. Donc cette première financiarisation, elle a été organisée autour des marchés et elle a été permise par la privatisation d'un nombre croissant d'entreprises et puis par le fait qu'on a aussi privatisé ces collecteurs d'épargne qui du coup ont été en mesure de devenir actionnaires de ces entreprises qui étaient privatisées au même moment. Et un second moment de la financiarisation qui s'est déployé cette fois-ci partiellement en dehors des marchés, toujours un petit peu dedans, mais partiellement en dehors, et qui
à viser des actifs qui étaient jusqu'ici soustraits à la financiarisation. Donc les petites et moyennes entreprises, l'immobilier, la vie quotidienne, la santé, le vivant humain et non humain, les infrastructures. Et ce deuxième moment de la financiarisation, il a été très favorable, il a été porté par ces acteurs de la deuxième finance, que j'appelle donc les gestionnaires d'actifs, enfin c'est leur nom, et qu'on peut aussi appeler, pour que ce soit peut-être plus clair, investisseurs pour autrui, puisqu'encore une fois, ils n'investissent pas pour eux-mêmes, ils investissent pour autrui. Donc normalement, c'est ce que vous voyez au tableau. En fait, dans le moment de la première finance, les collecteurs d'épargne, ils investissaient donc directement, vous avez compris, et au moment de la deuxième financiarisation, ils passent par ces gestionnaires d'actifs qui font le choix eux-mêmes d'investir. Alors, si on regarde plus précisément quels sont les circuits financiers qui alimentent leur croissance et qui alimentent leur développement, on voit ce schéma qui n'est pas d'une clarté redoutable, mais quand même. Donc, ils sont au carrefour de 3 circuits financiers. Une première voie d'alimentation, donc ces gestionnaires d'actifs que vous avez vus sur le schéma du dessus, ils sont alimentés par 3 gros circuits financiers. Le premier gros circuit financier prend sa source au sein de l'actif acheté. Pourquoi? Parce que comment est-ce que ces acteurs financiers achètent quelque chose? Ils achètent quelque chose avec un petit peu de l'argent que les collecteurs d'épargne leur ont confié, et puis ils achètent pour avoir une mise plus importante, ils empruntent de l'argent auprès des banques. C'est ce qu'on appelle des opérations de LBO, mais qui en fait sont présentes même dans ce qui ne sont pas formellement des opérations de LBO. Ils empruntent toujours un peu, ou ils empruntent beaucoup quand ce sont de grosses opérations de LBO. Et avec cet argent, un petit peu de l'argent des collecteurs d'épargne, un petit peu de l'argent prêté par les banques, ils investissent dans un actif. Et l'actif en question, l'entreprise, l'autoroute, la maison de santé, les PAT, ce que vous voulez, rembourse la dette d'acquisition avec les profits qu'ils dégagent, les péages autoroutiers si c'est un autoroute, ce que payent les gens pour les EHPAD, bon, bref, enfin, vous avez compris, les profits qui sont générés par l'actif. Il faut savoir que, là, ça a l'air un petit peu technique, mais en fait, c'est juste pour avoir en tête que là, ce que je décris par exemple, c'est un circuit financier qui a été décisif, qui est même essentiel, structurant, pour que le secteur de la gestion d'actifs se développe en France. Mais ce circuit financier, pour qu'il se mette en place, il a fallu légaliser cette procédure et il a donc fallu que l'État encourage, enfin en tout cas autorise, encourage, légalise, fasse passer des lois qui rendent possible le mécanisme du LBO. Et j'en profite du coup pour signaler que le LBO était considéré comme un abus de bien social par le Code du commerce qui stipulait depuis les années 70 qu'une entreprise n'a pas le droit de s'endetter pour se racheter elle-même. Or, là, par exemple, de fait, elle s'endette pour se racheter elle-même. Donc ça a été légalisé dans les années 80. La seconde voie de leur alimentation en capital prend sa source donc dans l'argent des ménages. Ça, vous avez compris, puisque c'est le fait que les collecteurs d'épargne prennent l'argent des ménages et le mettent en gestion chez ces fameux gestionnaires d'actifs. Ça aussi, il a fallu une loi, là pour le coup relativement inspirée de la loi du format du véhicule plus exactement américain des limited partnerships, qui rendait possible le fait de confier de l'argent à un tiers pour qu'il l'investisse. Et puis une troisième voie qui est celle qui les relie au trésor public et qui, là aussi, a été rendue possible par le mécanisme de l'intégration fiscale. Le mécanisme de l'intégration fiscale, est-ce qu'on en parle? On en parle un petit peu. Donc, c'est un mécanisme qui permet, quand vous achetez une entreprise avec beaucoup de dettes, vous mettez dans un, je simplifie, hein, vous mettez dans un compte bancaire toute votre dette. Donc, votre compte, il est par exemple à moins, je ne sais pas combien, puisqu'il y a toute la dette dedans. Et puis ensuite, les profits de l'entreprise, de l'autoroute, de la maison de retraite, de tout ce que vous voulez, arrivent dans cette holding. Mais du coup, évidemment, les profits sont dérisoires à côté du montant de la dette, puisque le montant de la dette, c'est plus ou moins la valeur de la chose que vous avez achetée. Vous comprenez? Or, l'intégration fiscale, ça vous permet au moment de déclarer les impôts de fusionner les résultats de cette holding avec les résultats de l'entreprise. Donc, de fait, comme vous fusionnez tout, comme vous avez un compte, une holding très, très, très déficitaire, même si l'entreprise génère des profits, enfin, pas toujours, mais il peut arriver que votre entreprise se retrouve non imposable et il peut arriver du coup que mécaniquement, du coup, l'impôt baisse et même l'impôt disparaisse en fait. Donc ça, c'est un mécanisme qui est aussi au cœur de la puissance financière de la gestion d'actifs et qui là aussi a été rendu possible dans les années 80. Sur la slide d'après, il y a les dates. J'ai mis les dates des mécanismes équivalents et similaires dans d'autres pays européens, juste pour que vous voyez que c'est assez généralisé et que globalement, du coup, dans les années 80, dans plusieurs pays d'Europe, apparaissent un ensemble d'arrangements institutionnels, un arsenal juridique qui rend possible le développement de cette nouvelle finance.
Je ne vous ai pas mis les tableaux là ici, mais quand on regarde l'alternance des gouvernements gauche et droite et les politiques qu'ils ont menées en faveur, donc qui concernent ces gestionnaires d'actifs, des années 80 à aujourd'hui, avec juste un petit moment de turbulence au moment de la crise financière, globalement, il y a très peu de différence entre les politiques dites de gauche et les politiques dites de droite. Et on assiste à une coproduction bienveillante et plutôt sereine et très stable en fait dans le temps de cet arrangement institutionnel qui, encore une fois, permet et garantit les profits de ce nouveau pôle d'accumulation financier. Donc, on se retrouve dans une situation, une fois que tout ça a été légalisé, on se retrouve dans une situation où coexistent en France deux pôles financiers, deux pôles d'accumulation financier. Un pôle d'accumulation financière de la première finance dont je vous ai dit dont la référence centrale est le marché et le paradigme structurant l'économie néoclassique, et un deuxième pôle financier dont on vient de parler, qui est davantage dans une logique de rente plutôt que dans une logique de profit, je vais justifier ce terme après, et qui repose aussi sur non pas sur la concurrence entre acteurs, mais davantage sur l'entente, l'alignement des intérêts et l'externalisation des risques vers les usagers, donc vers les salariés de l'actif d'un côté, et puis les ménages de l'autre. Du coup, ce sont des pratiques accumulatives qui ressembleraient davantage à des théories, donc là, des théories d'inspiration libertarienne, je vais revenir 200 fois avec ce terme, donc du coup, des théories d'inspiration libertarienne, comme celle de Robert Nozick ou de Murray Rothbard, qui soulignent par exemple que le monopole et la rente, dans leur perspective, ne sont pas des anomalies économiques, alors que c'est davantage le cas évidemment dans l'économie néoclassique, mais les conséquences légitimes du respect absolu des droits de propriété. De la même manière, pour ces acteurs, par exemple, encore une fois, la concurrence n'est pas la corrélation des rendements et des risques, la concurrence, tout ce qui fait un peu le bagage du parfait petit néoclassique, en tout cas, ne sont plus des référents structurants, en tout cas, de leur pratique accumulative. Pourquoi je dis une logique rentière? C'est pas juste pour le plaisir de dire ça. C'est parce que, en fait, quand vous êtes un gestionnaire d'actifs, le simple fait qu'on mette des capitaux en gestion chez vous, quelles que soient les performances que vous réalisez, contraint les collecteurs d'épargne à vous verser une commission de gestion. Et du coup, le simple fait en fait d'être gestionnaire d'actifs vous met en situation de bénéficier de commissions de gestion qui sont en fait d'un montant très élevé et qui font que pour pas mal d'acteurs, du coup, enfin pas tous, mais pour une part des acteurs que j'ai interrogés, il arrive que même quand les fonds ne soient pas performants, ou que même il ne soit pas très intéressant en fait de viser la performance, puisque finalement les commissions de gestion suffisent à faire très bien vivre les gestionnaires d'actifs. Donc c'est des positions comme ça qui sont encore une fois quasi rentières. Alors par ailleurs, au fur et à mesure de leur développement, ces acteurs créent avec l'État des relations un peu spécifiques. Ils attendent de l'État globalement trois types de choses que je vais souligner tout de suite. Ils attendent de l'État non pas qu'il soit organisateur de la concurrence, mais qu'il soit, et là je reprends cette formule à Daniela Gabor, qu'il soit dérisqueur des opérations, c'est-à-dire qu'ils prennent à sa charge une part des risques des opérations qu'ils conduisent. Alors en France, un bon exemple de ça, c'est la création de la BPI en 2013 avant c'était le Fonds stratégique d'investissement en 2008, et cette BPI qui a été créée en 2013, elle a été créée pour pour aller aux côtés des gestionnaires d'actifs et investir avec eux, et donc supporter en fait une part des risques de ces gestionnaires d'actifs et faire peser du coup sur la banque publique d'investissement une part des risques pris par des gestionnaires d'actifs privés. La deuxième chose qui est attendue de l'État, c'est qu'il délègue une part croissante de ses missions à la finance privée. Donc, par exemple, de ses missions d'innovation, de ses missions de transition climatique, avec toujours cette idée que le capital risque va aller financer des solutions qui nous permettront de régler un certain nombre de problèmes de transition climatique, que là aussi, les fonds vont être capables de trouver des opportunités de financement de l'innovation, et que finalement, l'innovation, la transition climatique, la santé, là, plus récemment, la question de la fin de vie, de la prise en charge de la dépendance, peuvent être gérées et bien gérées par ces gestionnaires d'actifs qui font valoir leur expertise, qui est des experts de l'investissement, et donc d'être des experts de trouver la bonne affaire et de trouver la pépite rentable et profitable, et donc du coup qui se trouvent en charge de missions d'intérêt public qui ne relèvent plus d'une juridiction étatique, mais qui relèvent d'une juridiction financière. Le troisième point, c'est qu'ils sont soucieux d'un État qui ne soit... Alors là, c'est variable selon les enquêtés et selon les sous-secteurs, mais ils sont soucieux d'un État qui reste
fortement nationale et de régulation qui ne soit pas totalement ou pas entièrement, de régulation financière qui ne soit pas entièrement designée à l'échelle européenne et encore moins à l'échelle internationale, puisque leur idée, c'est de pouvoir directement dealer avec les États l'appropriation d'une part des missions de l'État. Donc, leur intérêt n'est pas que toutes les régulations financières soient prises à l'échelle européenne, mais qu'il soit possible de mettre en place des partenariats à l'échelle nationale, qui reste pour eux l'échelle la plus simple pour travailler. Alors voilà, ça c'est pour la première partie. Maintenant, je vais donc simplement du coup, ce qu'on peut se dire là, normalement, ce que je viens de vous dire devrait vous faire penser que les 40 années du développement de ce secteur financier en France ont plutôt montré que les gouvernements néolibéraux, de gauche comme de droite, ont été assez bienveillants avec ce secteur financier, ont permis un développement croissant, et donc on pourrait s'attendre à ce que, satisfait en quelque sorte des services rendus, ces investisseurs pour autrui, ces gestionnaires d'actifs, peu importe comment on les appelle, soutiennent du coup les orientations néolibérales. C'est pas complètement le cas, puisque depuis les années 2010, se craquait le front uni de la gestion d'actifs en faveur de modes de gouvernement néolibéraux, et on voit apparaître des gestionnaires d'actifs qui soutiennent du coup, et puis pas que du coup, qui soutiennent des orientations d'extrême droite, Alors c'est le troisième point. Alors juste un petit mot sur qu'est-ce que je dis, enfin qu'est-ce que ça veut dire de parler de néolibéralisme. Évidemment, c'est des termes qui sont qui peuvent être définis de toutes sortes de façons. C'est une certaine configuration du capitalisme et une certaine mise en ordre politique et narrative du monde qui, globalement, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, implique un gouvernement de l'économie par les marchés, implique que les capitaux soient dirigés vers les institutions collectrices d'épargne et implique que les États soient soutenus par des organisations régionales et internationales. Ça, c'est ce que j'appelle le néolibéralisme. Mais il y a une chose en plus. Et d'ailleurs, je serais très intéressée de savoir, Sylvie, si tu as un avis sur cette question de quelle est l'utopie mobilisatrice, par exemple, de Donald Trump aux États-Unis. Parce que du coup, pour qu'un mode de gouvernement s'impose, il faut aussi qu'il soit un peu capable de vendre un rêve, de vendre une utopie mobilisatrice, encore une fois. Et l'utopie mobilisatrice que vendait, il me semble, le néolibéralisme, que nous avons vendu en France le néolibéralisme, mais probablement pas que en France, c'est le fait de dire, certes, avec moi, néolibéralisme, vos services publics vont être privatisés, certes, il y aura moins de politique de redistribution sociale qu'à l'époque de l'État dit Providence, certes, les inégalités vont se creuser, mais vous ne perdrez pas tout, car je me porterai garant de vos libertés civiques et civiles, vous pourrez vous déplacer où bon vous semble, vous pourrez vous exprimer plus ou moins librement, vous pourrez à peu près vivre comme vous voulez, avec qui vous voulez. On fera en sorte que les discriminations se réduisent plus tôt. Et puis, surtout, on fera en sorte que le mérite soit reconnu, c'est-à-dire que si vraiment vous vous donnez les moyens de l'ascension sociale, il y aura de l'ascension sociale possible, il y aura de la promotion sociale possible. En quelque sorte, le monde sera plus inégalitaire que dans la période d'après-guerre, mais il sera plus juste. Et j'ai un petit peu l'impression que c'est ça que le néolibéralisme nous disait. Mais nous avons ensuite connu une crise du néolibéralisme, ça ne vous échappe pas, parce que les inégalités se sont creusées plus que de raison, que le poids du travail dans la richesse a reculé au profit de celui de l'héritage, et puis qu'une part des classes populaires et moyennes ont connu des formes de déclassement générationnel qui font que la croyance dans la promotion possible s'est énormément érodée. Alors, ces défections, du coup, ça a conduit évidemment une partie des classes populaires et moyennes à faire défection des gouvernements dits néolibéraux, mais ces défections existent aussi dans les parties plus dominantes du monde social, pour 3 raisons principalement. La première, c'est d'abord que ces cercles d'affaires, et notamment ces cercles financiers, s'inquiètent du fait que les États néolibéraux soient délégitimés et ne soient donc plus capables de maintenir l'ordre dans leur propre société. L'épisode des Gilets jaunes, par exemple, revient dans quasiment tous les entretiens comme une espèce de traumatisme qui montre que définitivement le gouvernement ne tient plus ses troupes, que les gens ne croient plus dans ce compromis néolibéral et que donc ça va pas suffire en fait et ça va pas être possible de continuer de gouverner de cette manière-là. Le deuxième élément, c'est qu'après la crise financière de 2007-2008, les gestionnaires d'actifs une part des gestionnaires d'actifs en tout cas,
ont considéré que les tentatives de re-régulation qui ont été mises en œuvre à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, notamment à travers la directive AIFM, les visaient directement de manière injuste et à entraver leur capacité à faire du profit. Ils considèrent du coup qu'il y a eu une sorte de dévoiement étatiste des gouvernements de l'État néolibéral, qui s'est aussi remanifesté pendant la crise du Covid, où là aussi, l'État a soutenu la demande plus qu'il n'aurait dû, et que finalement, cet État néolibéral, qui était censé être simplement organisateur de la concurrence et être minimal, finalement était devenu un État peut-être pas obèse, mais en tout cas un État trop gros, trop interventionniste, trop régulationniste. Et puis, le dernier point, c'est aussi la remontée des régulations à l'échelle européenne, qui, là encore une fois, notamment après la crise financière de 2007-2008, n'est pas du tout consensuelle parmi les gestionnaires d'actifs, qui considèrent que c'est compliqué, en tout cas ça complique leur travail de relation avec l'État, qu'une part de plus en plus importante des régulations relève de logique européenne, sur lequel du coup ils ont une prise limitée, et sur lequel leur propre État a une prise limitée, puisque ce sont des régulations qui font l'objet d'arbitrage, du coup qui échappent évidemment à un seul pays par définition. Donc, pour toutes ces raisons, le paysage des possibles politiques pour ces acteurs a tendance à s'élargir et s'ouvre à d'autres options politiques. Et on le voit d'ailleurs si on regarde l'attitude de ces acteurs de la seconde finance vis-à-vis de l'extrême droite, enfin, notamment à chaque fois que l'extrême droite est arrivée au second tour, c'est extrêmement instructif. Le 21 avril 2002, quand le Front National a remporté pour la première fois oui, je pense que je vous ai imposé ça. Le 21 avril 2002, quand le Front National donc, a remporté le premier tour des élections présidentielles, est arrivé au deuxième tour, excusez-moi, pour la première fois, l'AFIC, donc l'Association des investisseurs en capital, l'AFG, l'Association des gestionnaires d'actifs, les deux grosses associations professionnelles de ces gestionnaires d'actifs, ont refusé d'engager la moindre discussion avec le candidat frontiste. La première finance s'est alignée s'est alignée. Claude Bébert, qui est président du conseil de surveillance d'AXA, a absolument refusé lui-même de discuter et a même invité à remanier la Constitution pour éviter qu'il soit possible, que ne soit possible toute forme de cohabitation avec l'extrême droite. Et ça s'est élargi à tout le patronat, en fait, puisqu'Ernest-Antoine Seillière, qui était à l'époque président du MEDEF, a écrit un texte avec Denis Kessler pour rappeler que, en substance, je ne vous dis pas tout le texte, mais que l'extrême droite était un danger pour la France. En 2011, pareil, Laurence Parisot fait paraître un livre chez Calman Levy pour dire qui s'appelle Un piège bleu marine, qui donc là aussi invite à considérer que les affaires et la recherche du profit sont incompatibles avec l'extrême droite. Les choses commencent doucement à changer en 2017, mais néanmoins en 2017, les acteurs du capital investissement, donc une part des gestionnaires d'actifs, font aussi savoir toujours par la FIC qu'ils rencontreront l'ensemble des équipes des candidats, sauf les équipes du Front National. Et en 2022, enfin depuis 2022 plus exactement, ce n'est plus le cas. Et l'AFIC, l'AFG s'engagent dans des relations normalisées avec l'extrême droite. L'AFIC, associée à Croissance Plus et le METI, ont rencontré le 15 février 2022 les principaux candidats à la présidentielle, dont Éric Zemmour, dont Franck Alizot, qui représentait Marine Le Pen, et le MEDEF aussi d'ailleurs. Et puis depuis, voilà, les relations sont normalisées. On voit, parallèlement, on voit apparaître des soutiens à l'extrême droite qui ne sont pas des soutiens de petits patrons, comme on a pu souvent le dire quand on parlait des soutiens patronaux de l'extrême droite, mais des soutiens de patrons majeurs. Alors, j'ai essayé... Voilà. Non, c'est ça. C'est avant. Il n'y a pas des cercles? Non. C'est plutôt... Ah, c'est ça, voilà. Pardon, c'est moi qui voyais peut-être mal. Les cercles sont rectangulaires. Oui, c'est ça. Bon, en gros, il y a si on cherche d'où viennent les soutiens patronaux des cercles d'affaires de l'extrême droite aujourd'hui, il y a trois cercles. Le premier cercle est composé de... Alors, attention, quand je dis les trois cercles, vous avez compris comment a été construite la base de données. Ça ne veut pas dire que la majorité des acteurs de ces groupes professionnels soutiennent l'extrême droite. Ça veut dire que c'est le vivier principal d'où viennent les soutiens, ce qui n'est pas la même chose. Donc, le premier vivier d'où viennent les soutiens patronaux à l'extrême droite, c'est la gestion d'actifs alternatifs, qui est le secteur le plus représenté. Le deuxième secteur des soutiens un peu moins soutenants, mais quand même assez soutenants, c'est le secteur de la gestion d'actifs traditionnels, de la tech et des énergies fossiles. Et puis, le troisième secteur, dont on ne peut pas dire que ce soit un cercle, excusez-moi, de soutien, mais qui est juste un cercle qui a des relations avec l'extrême droite dans une logique
davantage pragmatique, de se dire que s'ils arrivent au pouvoir, autant avoir des relations avec eux normalisées, mais qui ne poussent pas, en tout cas, qui ne fait pas de déclaration favorable particulièrement à cette organisation, c'est les autres secteurs industriels et de services et les acteurs de la première finance. Alors, du côté de ces gestionnaires d'actifs donc, qui soutiennent l'extrême droite, il y a évidemment, alors donc il y a voilà, des figures très connues, je vous en dis un mot, mais vous les connaissez, Pierre-Édouard Stérin, un financier donc historique de la French Tech, le patron donc d'un fonds, Otium Capital, qui gère 1,2 milliard d'euros, c'est quand même beaucoup, milliardaire catholique conservateur, 104e fortune française, opposé aux droits des femmes, à avorter, dont la propre femme fait l'école à la maison pour ses enfants, pour éviter de les confronter à toute autre forme d'influence, quelle qu'elle soit, et qui a confié la direction générale de son fonds à François Durvy, qui est un polytechnicien proche de Marine Le Pen, qui participe lui aussi beaucoup à renforcer les liens entre le secteur financier et puis l'extrême droite. Pierre-Édouard Stérin, il a aussi un instrument de dotation philanthropique, la Nuit du bien commun, destiné à investir dans tous les projets qui permettraient l'élévation spirituelle. Donc la culture, le patrimoine, l'éducation et tout ce qui permet, donc encore une fois, je cite évidemment ces mots, la croissance humaine et spirituelle. Il a été aussi, l'humanité avait mis en évidence, avait parlé pour la première fois plus exactement de son projet Périclès, patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européens et souverainistes, qui vise à dépenser 150 millions d'euros les 10 prochaines années pour favoriser l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et puis il a aussi un institut de formation, Politicae, qui vise à populariser des idées libertariennes sur le plan économique et autoritaires sur les plans social et économique, et dont un des projets est d'aider les maires sans étiquette, qui sont donc en fait souvent des maires très proches de l'extrême droite, à gagner les élections municipales en 2026. Une autre figure majeure, c'est quelqu'un comme Charles Becbédé, là aussi, société financière Audacia. Il a dirigé Croissance Plus, il a fondé un collectif libéral conservateur Phoenix avec l'ancien ministre de la Défense, Charles Mignon, avec une porte-parole aussi de la Marche pour la vie et une ex de la Manif pour tous. Et il a aussi, alors c'était au départ, Charles Becbédé, c'était au départ un candidat qui avait été investi par l'UMP en 2012, puis qui s'est rapproché progressivement de l'extrême droite, notamment à l'occasion d'un colloque à Béziers qui visait à encourager l'union des droites. Et puis, à force de favoriser l'union des droites, il est complètement devenu d'extrême droite. Et donc maintenant, il soutient, par exemple, il a participé, il fait partie des pas des financeurs directs, mais il a beaucoup aidé Marion Maréchal Le Pen à lever des fonds pour monter son école de sciences sociales et politiques à Lyon. Mais aussi des gens comme Jean-Claude Gruffat, Charles Gaffe, qui fait des vidéos courtes sur TikTok qui marchent très bien. Tous ces gens sont aussi des financiers, Alexis Rostand, Julien Madar, bon voilà. Donc on est très loin en tout cas de l'idée d'une implantation de l'extrême droite uniquement parmi les petits patrons. Ça c'est donc le premier cercle. Dans le deuxième cercle, je vais aller plus vite, on a des gens issus du secteur de la tech, comme je vous le disais, comme le fondateur du réseau social Waller, qui a exprimé là aussi des positions compatibles avec le RN et qui se plaint régulièrement de l'absence de protectionnisme technologique du gouvernement français, et aussi des gens comme Laurent Alexandre, un transhumaniste, des personnalités médiatiques, qui investit aussi beaucoup dans le secteur des biotechnologies. Toujours dans ce deuxième cercle, il y a aussi le secteur des médias et de l'édition. Je ne vous dis rien de Vincent Bolloré parce que tout est déjà su, mais voilà, Vincent Bolloré bien évidemment. Et puis le secteur des énergies fossiles. Alors juste, il me reste 5 minutes ou pas? Oui. Oui. Ok. Juste pour dire donc un petit mot qui est que ce rapprochement en fait d'une partie des cercles d'affaires, notamment donc au premier rang desquels ces nouveaux secteurs financiers, mais du coup pas seulement, puisque derrière, par cercle concentrique, d'autres parties des cercles d'affaires et des dirigeants d'entreprise sont tirés dans ce sens-là. Ce rapprochement donc d'une partie des cercles d'affaires et de l'extrême droite en France, elle a aussi été favorisée par l'évolution politique, le changement de ligne politique du Rassemblement national, qui s'est mis depuis 5 ou 6 ans à donner des signes et des gages importants au milieu d'affaires pour montrer qu'ils étaient capables de gouverner sans mettre en péril l'accumulation de capital, et globalement qui a renoncé à ce qu'on pourrait qualifier une ligne sociale souverainiste, qui était la ligne de la période Philippot, pour une ligne
là encore, plus libertarienne sur le plan économique et autoritaire sur le plan social. Ça s'est fait en plusieurs temps, puisqu'au départ, cette ligne, elle était défendue principalement par Reconquête et par Éric Zemmour à l'extérieur, du coup, du Rassemblement national, donc par Éric Zemmour et Marion Maréchal Le Pen. Et puis en 2024, quand la rupture a eu lieu entre Éric Zemmour et Marion Maréchal donc, a fondé son propre groupe, Identité et Liberté, mais a annoncé en même temps qu'elle continuerait de soutenir le Rassemblement national et qu'elle continuerait de voter pour le Rassemblement national. Et du coup, petit à petit, une partie de ce travail qui principalement avait été mené par Reconquête de création de liens avec le monde patronal, en fait, a été internalisé et importé au sein du Rassemblement national. Et par ailleurs, Jordan Bardella lui-même prend des positions et travaille dans le sens d'un rapprochement avec le patronat, et notamment avec le patronat financier. Alors, je voulais vous dire plus, mais je ne vais pas faire ça en fait, parce que ça va être très long. Donc, ce que j'ai essayé de faire là, du coup, ça tire un tout petit peu dans les deux sens. J'ai essayé juste simplement de dire en fait qu'est-ce que c'est que ce narratif néolibéral et qu'est-ce que c'est que ce narratif alternatif qu'on l'appelle libertarien autoritaire ou qu'on l'appelle autrement. Qu'est-ce que c'est que ce narratif alternatif qui circule? En fait, pour que ça puisse convaincre, pour que ça puisse circuler, pour que ça puisse fonctionner, il faut savoir que ça corresponde à des intérêts économiques d'un certain nombre de cercles d'affaires. Et donc, c'est le cas, bien évidemment, pour, comme j'ai essayé de vous le dire, du coup, c'est le cas pour une partie, en tout cas, des secteurs financiers. Mais il faut aussi que ça puisse produire une grille de lecture valable, compréhensible, convaincante pour une partie majeure de la population, que ça puisse produire des chaînages entre les expériences que nous vivons chaque jour et la grille de lecture proposée par ces narratifs alternatifs, encore une fois, qu'ils soient néolibéraux ou qu'ils soient libertariens autoritaires. Donc, j'ai essayé un tout petit peu de regarder, par exemple, sur la question de l'État, des institutions internationales, de l'écologie, de la nature, de la vérité, de la justice, de l'économie, ce que dit chacun de ces deux narratifs, même si j'entends complètement qu'évidemment, il y a de la porosité. Évidemment, tout ça est un continuum. À un bout de ce continuum, il y aurait un narratif néolibéral pur. À l'autre bout du continuum, il y aurait un narratif d'extrême droite pur. Mais en réalité, dans le monde réel, il y a en fait, bien entendu, plein de zones de regroupement, plein d'emprunts respectifs pour des raisons de tactique électorale et puis aussi tout simplement pour des raisons d'hybridation idéologique. Alors, je pense que du coup, je vais conclure. Conclure simplement voilà, en disant que cette option politique alternative, elle est plus satisfaisante pour ces gestionnaires d'actifs, encore une fois, puisqu'ils sont, eux, comme je vous l'ai dit, à la recherche de moins de contraintes, moins de contraintes des organisations régionales et internationales. Ils sont à la recherche de moins de régulation sur les actifs naturels dans le cadre de la raréfaction des ressources. Et donc, ils sont inquiets de la possibilité que les États néolibéraux fassent passer toute une série de normes sur la question des émissions de gaz à effet de serre et sur la question de la protection des actifs naturels. Et ils sont en demande d'une déréglementation complète de ce point de vue-là. Ils sont aussi à la recherche de l'appropriation, comme je vous l'ai dit, d'une part des missions de l'État. Et là aussi, les options politiques d'extrême droite leur garantissent davantage ça que les organisations plus proches d'une orientation traditionnellement néolibérale. Et puis enfin, ils sont à la recherche d'un État suffisamment fort pour rendre possible des situations de monopole, pour garantir leur situation rentière et aussi pour maintenir un ordre social, y compris dans des moments de délégitimation. Donc voilà, juste pour conclure, je trouve, pour conclure du coup un tout petit peu méthodologiquement, il me semble du coup que c'est quand même intéressant de regarder les évolutions politiques en essayant de les ramener aux transformations des modes d'accumulation du capital et de voir qu'en fait, quand on dit par exemple que le néolibéralisme politique est peut-être en train de dépérir, etc., c'est intéressant de regarder que le néolibéralisme économique l'est aussi et qu'en fait les modes d'accumulation aujourd'hui, elles sont finalement, en tout cas il y a de nouvelles formes d'accumulation qui sont de moins en moins néolibérales. Voilà.